Victor Hugo a-t-il vraiment vu des fantômes? Tu crois connaître Victor Hugo? Le génie, l'auteur des Misérables, le grand écrivain français? Mais ce que tu sais pas, c'est qu'il a passé des années à essayer de parler avec les morts. Tout commence en 1853. Victor Hugo est en exil sur l'île de Jersey, il est seul, fatigué, brisé par la mort de sa fille, Léopoldine. Et c'est là que tout bascule. Il découvre une pratique bizarre, obscure, le spiritisme. Des séances étranges autour d'une table, des gens qui disent qu'ils peuvent communiquer avec l'au-delà. Et Hugo, il plonge à fond dedans. Chaque soir, il s'enferme avec quelques proches, ils posent dans les mains sur la table et ils attendent que quelque chose réponde. Et devine quoi? Quelque chose répond, la table se met à bouger, à taper, à parler. Il dit avoir reçu des messages de Shakespeare, Jésus, Jeanne d'Arc, même Napoléon. Mais surtout, il dit avoir parlé à sa fille morte. Pendant 2 ans, Hugo note tout. Des centaines de pages de dialogues venus de l'au-delà. Mais ses écrits, il ne les publiera jamais. Pourquoi? Parce que ce qu'il a découvert était peut-être trop dérangeant, trop dangereux. Aujourd'hui encore, ces manuscrits existent. On les appelle les tables tournantes de Jersey. Et quand tu les lis, tu te demandes une chose, Victor Hugo était-il fou ou avait-il réellement ouvert une porte qu'il n'aurait jamais dû franchir? Et si l'un des plus grands écrivains français avait été hanté toute sa vie? Et si on t'avait menti sur la mort de JFK? Tu crois connaître l'histoire, mais tu ne sais rien. Le 22 novembre 1963, John Fitzgerald Kennedy est assassiné à Dallas. On t'a dit que c'était Lee Harvey Oswald, seul, avec un fusil, depuis un dépôt de livres. Mais écoute bien, il y a un truc que personne te raconte. Quelques jours avant sa mort, JFK avait demandé des infos sur des ovnis, officiellement. Il avait envoyé un mémo à la CIA. Il voulait accéder au dossier top secret sur les objets volants non identifiés. Le mémo existe. Il est réel, signé de sa main, daté du 12 novembre 1963. 10 jours plus tard, il était mort, d'une balle dans la tête. Coïncidence? Peut-être, mais y a pieux. Juste après sa mort, un autre mémo a circulé. Classé ultra secret, émis par la CIA, il parlait d'une opération appelée Scorched Earth. Son but? Stopper toute tentative de divulgation sur les visiteurs. Alors pose-toi la question, est-ce que JFK a été tué parce qu'il en savait trop? Parce qu'il voulait dire au monde la vérité? Et si le plus grand secret du XXe siècle n'était pas qui a tué Kennedy? Mais pourquoi? Et ce pourquoi pourrait venir d'ailleurs. Tu veux vraiment connaître la vérité? Alors continue à chercher. Mais attention, certains secrets ne veulent pas être révélés. Il est mort dans ce qui ressemble à un banal accident, pour avoir voulu se laver. Claude François, icône de la chanson française, des millions de fans, des tubes partout, un mythe. Mais le 11 mars 1978, il entre dans sa salle de bain. Il sortira les pieds devant, officiellement, électrocution, un simple accident domestique. Il voulait redresser une applique murale en touchant une ampoule dévissée, avec les pieds dans l'eau, dans une baignoire remplie, court-circuit. Fin de l'histoire? Non. Parce que rien n'était normal. Pourquoi personne n'était là, alors qu'il était toujours entouré? Pourquoi l'ampoule était dévissée? Pourquoi l'électricité n'a jamais disjoncté? Et pourquoi ses voisins ont entendu un cri? Bien avant l'heure officielle de sa mort, certains disent que c'était un message, qu'il savait des choses, qu'il voulait changer d'image, quitter les projecteurs, qu'il gênait. Il préparait une tournée mondiale, mais aussi un départ précipité vers les États-Unis. Il avait peur, il aurait confié à un proche, ils ne me laisseront pas partir. Et si Claude François n'était pas mort accidentellement? Et si on l'avait fait taire? La vérité est souvent cachée derrière une simple ampoule. Tu vas pas y croire. Mais Coluche était peut-être sur le point de faire tomber le système. Et bizarrement, il est mort, brutalement. Au départ, c'est juste un comique, un clown, une grande gueule. Mais en 1980, il fait un truc de fou. Il annonce qu'il se présente à l'élection présidentielle. Tout le monde pense à une blague, mais très vite, c'est plus drôle du tout. Il commence à grimper dans les sondages, il rassemble des jeunes, des pauvres, des exclus. Il dérange vraiment. Et là, les ennuis commencent. Des menaces, des pressions. Même son équipe se divise. Il retire sa candidature, mais il continue à parler, à dénoncer, à déranger. Et puis, le 19 juin 1986, en pleine route, Coluche percute un camion. Il meurt sur le coup. Officiellement, un accident. Mais il y a des trucs qui clochent. Le camion, il appartenait à un certain Jean-Baptiste Bonaventure, ancien militaire. Le type roulait à 10 km par heure, sur une ligne droite. Aucun freinage, aucun coup de volant, rien. Des témoins parlent de freins trafiqués. D'autres disent que Coluche recevait des menaces depuis des mois. L'enquête bouclée très vite, trop vite. Et aujourd'hui encore, certains pensent qu'il a été réduit au silence. Un humoriste, un candidat, une cible. Et toi, tu penses vraiment que c'était un simple accident?
Il a crié, mais personne ne l'a écouté. Au début, c'était juste un chanteur, une voix puissante, des tubes qui passaient à la radio. Daniel Balavoine, icône des années 80, un artiste engagé, un peu rebelle, mais derrière les projecteurs, il se passait quelque chose, il savait des choses, et il parlait trop, beaucoup trop. Sur les plateaux télé, il dénonçait la politique, la pauvreté, l'injustice, en direct, face aux puissants, sans filtre, sans peur. Mais ce que peu de gens savent, c'est qu'il avait commencé à recevoir des menaces, des lettres, des appels, des pressions de toutes parts. Et puis, un jour, il disparaît. Pas dans un scandale, pas dans un drame personnel, non, dans un accident d'hélicoptère en plein désert africain, pendant le Paris-Dakar, un crash brutal, instantané. Mais l'enquête, bâclée, contradiction, silence, témoin jamais interrogé. Pourquoi un hélico si mal entretenu? Pourquoi ce pilote inexpérimenté pour ce type de vol? Pourquoi cet itinéraire de modifié à la dernière minute? Et surtout, pourquoi Balavoine devait absolument monter dans cet appareil à ce moment précis? Coïncidence? Vraiment? Ou bien fallait-il le faire taire? Certains disent que ce n'était pas un accident, que Balavoine était devenu trop gênant, trop influent, trop libre. Et toi, tu crois encore aux coïncidences?